Derrière chaque personne qui vit avec un trouble psychique, il y a des proches, des familles, des conjoints, des amis, des collègues, des colocataires, qui souvent dans l'ombre tentent de comprendre, d'aider, de tenir bon. Ils jouent un rôle essentiel, mais trop rarement reconnu. Eux aussi traversent de nombreuses épreuves, des émotions fortes, de la compréhension, de la fatigue, parfois aussi la solitude. En 2025, la maladie psychique reste encore un sujet méconnu, parfois tabou, souvent stigmatisant. Alors comment accompagner ces milliers de proches dont le quotidien est bouleversé par la maladie ? Pour en parler, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui pour ce 18e épisode d'Éclat d'esprit avec Stéphanie Lemestré, qui œuvre activement depuis 20 ans au sein du réseau Profamille. Stéphanie nous raconte comment ce programme de psychoéducation soutient les proches, leur redonne des repères, des outils et surtout un espace pour souffler, comprendre, se retrouver et ne plus être seul face à la maladie de nos proches qu'elle décrit comme un véritable tsunami. Stéphanie, bonjour. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas déjà, qui es-tu ? Alors moi, je suis Stéphanie Lemestré et je suis coordinatrice internationale du réseau Profamille. Je suis assistante sociale de formation et ça fait plus de 20 ans en fait que je travaille dans l'accompagnement des familles qui ont un proche atteint d'un trouble de santé mentale. Actuellement, comme je le disais, je travaille pour l'association francophone Profamille et donc mon rôle, c'est vraiment de développer le programme, de soutenir entre 60 et 70 équipes francophones qui sont réparties en 6 pays, hein, dont la Belgique, puisque je suis moi située en Belgique, en France, en Suisse, au Maroc, au Luxembourg et en Algérie. Et je coordonne également l'organisation de notre congrès annuel du réseau Profamille qui, cette année, a lieu au mois de novembre à Namur, en Belgique. Alors, Profamille, c'est le premier programme de psychoéducation qui a inspiré par la suite d'autres programmes de psychoéducation d'ailleurs. Quelle est l'origine de Profamille? Quel est le contexte dans lequel il est né et ça date de quand tout ça? Alors, Profamille, il est né dans les années 1980 au Québec avec Hugues Cormier, qui était vraiment le premier concepteur du programme Profamille. Et ensuite, il a été introduit en Europe début des années 90, donc en France, en Belgique et en Suisse. Et c'est vrai qu'à cette époque, les familles de personnes vivant avec un trouble psychique et trouble schizophrénique étaient souvent isolées, démunies et un peu informées en tout cas de ce qu'était la maladie. Et puis tout ce qui était aussi, tout ce qui va avec, hein, les représentations qu'on peut avoir de la mère schizophrénogène, du père absent, etc. Et puis au début des années 2000, le réseau Profamille s'est créé grâce à la collaboration du docteur Yann Audet, donc, qui est maintenant actuellement le cofondateur, mais aussi le président de l'association francophone Profamille, de plusieurs professionnels d'Alsace et une association de famille en Suisse. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le réseau francophone a commencé à se développer principalement en France et en Suisse. Et puis ensuite, la Belgique a rejoint en 2006. Donc l'année prochaine, ça fera donc 20 ans que j'anime le programme Profamille. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le réseau compte 70 équipes, donc réparties en 6 pays, comme je le disais, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Maroc et en Algérie. Et en effet, Profamille est un des premiers programmes de psychoéducation qui a existé, qui à l'heure actuelle s'inscrit dans le parcours de rétablissement des familles, enfin des proches, c'est ça qui est vraiment important. Et l'objectif initial de Profamille, c'était vraiment de créer ce programme de psychoéducation qui permet aux proches de mieux comprendre la maladie, ses traitements, mais surtout aussi de trouver des stratégies concrètes pour accompagner leurs proches tout en préservant un certain bien-être personnel, une qualité de vie. Mais aussi, le constat à l'origine, il était clair, c'est que les familles souffraient d'un manque de soutien, d'informations fiables, et ce qui générait du stress, de la culpabilité et de l'épuisement. Donc tout l'intérêt, en tout cas, de ce que Profamille a voulu et apporte encore à l'heure actuelle aux familles à l'entourage. Quel est le public cible de Profamille? Qui sont les familles concernées par ce programme de psychoéducation? Alors, Profamille, il s'adresse essentiellement aux familles qui ont un proche atteint des troubles schizophréniques ou des troubles apparentés. Et quand on parle de famille, on parle, c'est vrai qu'on a beaucoup, on a une majorité de papas et de mamans, et encore, je devrais dire une majorité de mamans.
et de papas qui sont moins présents, mais qui sont présents aussi, en tout cas pour certains. Mais aussi, nous avons des frères et sœurs, nous avons des oncles, des tantes, nous commençons aussi à avoir des conjoints. Donc voilà, c'est toute personne qui, il ne faut pas spécifiquement un lien de sang. Ça peut une relation, un ami, quelque chose, mais voilà, principalement, ce sont vraiment les parents qu'on a actuellement et on commence tout doucement à avoir des frères et sœurs. Oui, Voilà, donc toute personne qui est confrontée, plus tout ou à fait. moins de manière proche, mais à un trouble Oui, schizophrénique ou apparenté. ça, tout à fait. Profamille accompagne des familles qui sont souvent épuisées, démunies, face à Mhm. la maladie de leurs proches. Qu'est-ce que ça change concrètement pour eux de suivre ce programme Profamille? Il y a beaucoup de familles qui disent qu'il y a un avant et un après Profamille. C'est vraiment ce qu'elles disent. Déjà, dans un premier temps, il faut dire que c'est un programme de psychoéducation de longue durée. Donc ça, c'est important, je pense, de pouvoir le dire. Il y a un premier module de 14 séances de 4 heures. Et puis, il y a un second module d'approfondissement tel qu'on l'appelle. Et donc, on revoit les familles à 3 mois, 6 mois, 1 an. Et ce qu'on va vraiment apporter dans ce module de ces 14 séances de 4 heures qui est vraiment important, c'est qu'on va déjà apporter aux familles une information sur ce qu'est les troubles schizophréniques, parce que ça, c'est vraiment important, même si on sait que bon nombre de familles ont une certaine expérience, qu'elles ont lu beaucoup de livres, qu'elles ont peut-être participé à beaucoup de conférences, voilà, elles se sont documentées, elles ont essayé de savoir, mais c'est important qu'on reparte en tout cas sur les mêmes bases et les mêmes données à ce niveau-là. Et ce qu'on va apporter aussi, et ce qui est intéressant et qu'on ne trouve pas beaucoup dans la littérature, voire pas du tout, j'ai envie de dire, c'est qu'on va pouvoir expliquer aux familles, bah tiens, qu'est-ce qui dysfonctionne au niveau du cerveau? Et comment est-ce qu'on peut agir sur ces dysfonctionnements avec des outils de communication? Comment est-ce que je peux mieux communiquer avec mon proche? Comment est-ce que je peux mettre des limites, hein, faire une différence entre ce qui est une limite et un souhait? Mais ce qu'on va aussi apprendre aux familles, c'est à mieux gérer leurs émotions. Parce que comme on le disait tout à l'heure, la maladie va impacter la famille. Ça va vraiment, pour la famille, ça va être vraiment vécu comme un tsunami avec, bah, comme on disait, la culpabilité, la honte, la tristesse, la peur, le sentiment d'impuissance. Et donc, on sait que toutes ces émotions vont aussi générer des pensées parasites. Et donc, on va aussi travailler. Donc, les familles, elles viennent trouver aussi des outils pour mieux communiquer avec leurs proches, mieux mettre des limites, parce que bien souvent, on n'ose pas parce qu'il est malade, parce qu'il est majeur. Voilà, c'est compliqué, parce qu'on a peur de l'hospitalisation aussi, donc ce qui va empêcher de mettre des limites. Ce sont des familles aussi qui arrivent avec un niveau émotionnel qui est vraiment important, des familles qui sont déprimées, ça c'est quelque chose qu'on peut voir. Et donc apprendre à comment mieux vivre avec, en tout cas, ressentir de la culpabilité, mais sans pour autant se sentir coupable. Mais ce qui va être important aussi, ce sont que c'est des familles que la maladie a isolées. Et donc à Profamille, on va aussi travailler avec ces familles à pouvoir recréer un réseau de soutien autour d'elles. Déjà, ce sont des groupes fermés de 8 à 12 personnes donc du coup, bah, pendant 3 ans, ces familles vont vivre ensemble avec les animateurs. Et puis, bon, bah, après, voilà, elles vont se créer du lien, elles vont partir en vacances ensemble, elles vont aller faire de la marche, enfin voilà, elles vont trouver des activités pour se revoir. Et j'aurais envie simplement de dire aussi, Profamille, c'est un apprentissage d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Et si je voudrais dire, sans oublier, parce que je trouve que c'est important aussi de le dire, c'est que la psychoéducation, elle était aussi efficace pour la famille qu'est le traitement pour la personne malade. Donc voilà, pour un peu dire qu'est-ce que Profamille peut apporter. Pour moi, ça fait partie intégrante d'un parcours de rétablissement. Voilà, c'est une pièce essentielle. Tout à fait, c'est pour ça que je dis on parle vraiment, enfin moi je mets Profamille dans le parcours de rétablissement. Alors, tout le monde ne parle pas de parcours de rétablissement des proches, donc ça c'est quelque chose, je vais dire, un nouveau discours qu'on commence tout doucement à avoir, mais qui n'est pas encore inné chez tous les professionnels du soin. Mais c'est important de le voir comme ça. Et donc oui, il faut aussi, à chaque étape, à un moment donné, la famille a besoin d'aide. Et donc, il existe des modules de plus courte durée, des modules de plus longue durée, bah, comme Profamille, mais ça fait partie du parcours de rétablissement de la personne et c'est important. Cette maladie, donc la schizophrénie, enfin on dit la schizophrénie, moi j'ai plutôt envie de dire les schizophrénies parce que On parle des schizophrénies, en fait. voilà. Oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, cette maladie souffre encore d'une image très négative, d'une très mauvaise presse. Le mot, il est souvent détourné, mal compris, parfois même utilisé comme une insulte dans la bouche de personnes qui peuvent être d'ailleurs connues. C'est très difficile à vivre, je trouve, pour les familles qui sont concernées. Pour aider à démystifier ce trou, peux-tu expliquer
concrètement ce que c'est la maladie? Je ne suis pas médecin psychiatre, donc je vais l'expliquer avec mes mots, en tout cas comment nous on l'explique aux familles. Mais il faut se dire aussi que la schizophrénie, elle concerne 1% de la population. Donc quand on dit 1% de la population, c'est 1% de médecins, 1% d'infirmiers, 1% de travailleurs sociaux, 1% d'éducateurs. Donc voilà. Donc ce qui représente, on pourrait dire, plus de 100 000 personnes en Belgique ou 660 000 personnes en France. C'est aussi une maladie où les premiers signes se manifestent entre 15 et 25 ans. Donc, ça se situe où? Ça se situe dans la crise d'adolescence, fin de la crise d'adolescence, début de l'âge adulte, où c'est aussi un moment de transition, de changement de vie. Et donc, quels sont les symptômes principalement, je vais dire, de la schizophrénie? C'est qu'on peut dire qu'il y a des symptômes qui sont principaux. On va en parler plutôt comme des symptômes productifs, les symptômes positifs, où là, on va plutôt amener les hallucinations. Donc, la personne va peut-être entendre des voix, voir des choses, ressentir des choses au niveau sensoriel, parce que ça touche vraiment les cinq sens. Maintenant, il faut savoir que les hallucinations sont présentes chez plus de 70% des personnes. Donc, ce n'est pas un symptôme principal de la schizophrénie, mais qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies aussi. Il y a aussi tout ce qui est les idées délirantes, cette impression, les délires mystiques, les délires de persécution dans ces sensations qu'on veut contrôler, je vais dire nos pensées, qu'on a l'impression qu'on est poursuivi, cette impression de se prendre pour Dieu, pour le diable, enfin pour Marie, etc. Mais il y a aussi énormément de troubles de la pensée, de l'émotion, donc tout ce qui est les troubles de la concentration. Là, on va plus parler de symptômes négatifs. Donc ça veut dire qu'ils vont retirer quelque chose au fonctionnement de la personne et avec aussi beaucoup d'apathie. Manque d'énergie, plus trop l'envie de se lever, une logorrhée qui est très pauvre, où la personne a vraiment des difficultés à pouvoir s'exprimer. On peut aussi voir dans ces moments-là des troubles de l'hygiène. Quand je parle tout à l'heure de manque d'énergie, de l'apathie, c'est un symptôme qui est souvent mal compris par l'entourage. Il va souvent être associé à de la paresse. Pas envie de faire, qu'on a envie de le bousculer. Enfin voilà, moi comme je dirais toujours, lui mettre un coup de pied au derrière pour qu'il avance. Et c'est là où c'est important aussi la psychoéducation, parce que ça va permettre aussi de comprendre les symptômes de la maladie et donc comment je dois agir par rapport à ça. Et un dernier trouble qu'on a aussi, ce sont les troubles cognitifs qui sont présents chez plus de 80% des patients. Et ces troubles cognitifs, voilà, c'est vraiment cette difficulté de concentration, cette difficulté à pouvoir planifier certaines choses. Donc voilà, c'est comme ça que je définirais en quelques mots, en tout cas, la schizophrénie. Maintenant, ce qui est important, et c'est le message que j'ai envie de faire passer aussi, c'est que la schizophrénie, ce n'est pas un dédoublement de la personnalité. Et trop souvent, trop souvent, il y a les personnes qui ne connaissent pas, qui disent tout de suite la schizophrénie égale un dédoublement de la personnalité, la schizophrénie égale des personnes dangereuses, violentes. Ça, je crois qu'il faut arriver à bannir ça de nos représentations. Et ce qui est important, et nous on le travaille énormément avec les familles, ce sont des personnes qui sont atteintes de schizophrénie. On ne peut pas parler de personnes schizophrènes parce que ce sont des personnes qui sont atteintes d'une pathologie. Comme diraient certains patients, c'est pas ma maladie, c'est pas mes symptômes qui définissent qui je suis. Et donc ici, c'est les symptômes, comme je vous les ai cités, qui va entraver le quotidien de la personne, qui va amener. Et c'est vrai que ce qu'on dit, c'est que si on prend l'OMS, l'OMS, elle classe la schizophrénie dans le groupe 10 des maladies entraînant le plus d'invalidité. Ça, c'est sûr et certain. Mais dans 80% des cas, les symptômes s'améliorent dès qu'ils sont traités. Et ça, c'est vraiment important. Et ce qui permet de perdurer, je vais dire, dans le temps, ces 80%, c'est aussi la prise en charge de la famille au travers de programmes de psychoéducation. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la psychoéducation va leur apprendre un savoir-faire et un savoir-être. Donc, voilà par rapport à ce qu'est en tout cas la schizophrénie. En quoi Profamille est différent d'autres programmes de psychoéducation à destination des familles? Ce qui est important et ce qui différencie Profamille aussi des autres programmes, c'est que Profamille, il bénéficie d'une validité scientifique. Donc, depuis sa création de Profamille, Profamille a des échelles d'évaluation. Donc, ça veut dire qu'on évalue quoi? On évalue tout ce qui est l'échelle de l'humeur, la CESD. On évalue le niveau des connaissances des familles. On évalue tout ce qui est au niveau, je vais dire, du coping, du savoir-faire.
On va évaluer aussi maintenant les interactions que les familles ont avec leurs proches avant et après Profamille. Et donc c'est ça que je dirais bien, ce qui va différencier Profamille, c'est vraiment son caractère de validité scientifique qui permet d'amener évidemment quelques résultats où on peut démontrer à l'heure actuelle, et il y a des articles qui ont été publiés dans ce sens, où on diminue les tentatives de suicide, on diminue les hospitalisations, on améliore l'humeur des familles et on améliore aussi les interactions entre les membres de la famille. Souvent, on entend dire, ah oui, mais Profamille, c'est souvent c'est considéré comme un programme long, il faut s'investir, il y a des exercices à faire entre les séances, il faut s'appliquer. Certains professionnels diront, il faut que les familles aient un certain niveau intellectuel, qu'elles soient pas trop fatiguées, il faut pas que le proche soit hospitalisé. Tout ça, ce sont des idées fausses. Pro-famille, il a été conçu pour des familles qui sont dans des situations où elles ne sont pas bien, elles sont à bout, et que pro-famille, non, il ne faut pas avoir des capacités pour. C'est vraiment, il y a des exercices à faire, oui, c'est vrai, mais posons-nous la question. Combien de temps mettons-nous pour apprendre une langue étrangère? Ou combien de temps met un enfant pour apprendre à rouler à vélo? Eh bien, c'est exactement la même chose. Pro-famille, c'est vraiment, ça va prendre du temps, ça va demander de l'entraînement, ça va demander de pouvoir consacrer un certain nombre d'heures, parce que oui, 14 séances de 4 heures, ça prend du temps. Mais beaucoup de familles me disent aussi, si on est prêt à faire le tour du monde pour son enfant, alors on est prêt aussi à se lancer un pro-famille. Stéphanie, as-tu des chiffres ou des indicateurs concrets qui permettent de mesurer l'impact du programme Profamille en Belgique? En effet, oui, Hélène, j'en ai certains. Donc, simplement pour dire que Profamille, comme je le disais, est actif en Belgique depuis 2006. Et actuellement, il y a 2 équipes en région bruxelloise et 5 équipes en Wallonie qui sont actives sur le territoire. Donc, ce qui représente par an 7 sessions, avec, on peut considérer une moyenne de 70 participants par an. Donc je dis une moyenne parce que voilà, ça peut varier des années d'une à l'autre. Et avec une majorité, on parlait tout à l'heure à qui s'adresse Profamille. Ici, en ayant fait, donc si tu veux, dans le cadre du congrès Profamille de 2024, nous devons systématiquement chaque année réaliser un poster avec des données. Donc c'est les données que moi je vais vous présenter ici, voilà, qui sont quelques données que nous on a présentées lors de ce congrès. Donc il faut savoir qu'on a une majorité de pères et de mères qui sont de 74%. On a quand même 13% de frères et sœurs et 13% qui sont autres, comme je disais tout à l'heure, des conjoints, des oncles, des tantes. Les données que nous avons présentées en 2024 lors du congrès, on démontrait en fait que pour Profamille au niveau de la Belgique, on avait une amélioration de l'humeur des familles entre la première séance et la 14e séance. Donc ça veut dire sur une histoire de plus ou moins 9 mois, puisque on commence les programmes souvent en septembre-octobre pour les terminer en mai-juin. On a vraiment vu cette amélioration de l'humeur qui était en tout cas où on sentait que faire pro-famille, ça amenait aux familles un bien-être au niveau émotionnel. Il y avait cette reconnaissance des émotions, cette place qu'on leur donnait qui était vraiment important. Mais nous nous sommes aussi intéressés à la question du souci. Bien souvent, les familles se font du souci avec des indicateurs bien précis tels que la fatigue, la concentration, l'irritabilité ou le sommeil. Ce sont aussi des conséquences qu'on observe. Le fait, je parlais tout à l'heure de la maladie est un tsunami. Mais voilà, donc du coup, avoir un proche atteint de schizophrénie va générer ces différentes formes de soucis chez la famille et avec des résultats qui diminuent globalement les symptômes du suivi à la fin du module 1 aussi. Par exemple, la fatigue passe de 101 participants à 66 à la fin du module. Ou si je dois prendre aussi les problèmes de sommeil, hein, parce que bon nombre de familles nous disent, nous, le sommeil, c'est très compliqué, on n'a plus un bon sommeil, c'est compliqué. Et donc là, on passe de 99 participants à 65 participants à la fin du module 1. Voilà un peu quelques données au niveau de l'amélioration de l'humeur, la question du souci, mais c'est sûr il y aura encore d'autres données qu'on pourrait mettre en avant, mais c'est celle-ci que là, aujourd'hui, j'ai voulu cibler. Merci beaucoup, ça donne vraiment de bonnes indications sur les effets positifs de tout ça. As-tu des histoires à nous partager de familles qui ont suivi le programme? Oui, j'ai des histoires à raconter. J'en ai sélectionné 2 que je trouvais qui étaient importantes à pouvoir partager. C'est la première, c'est celle d'une maman qui dit: Profamille est un endroit où l'on se rend compte qu'il y a d'autres parents qui ont connu des moments difficiles.
et qui, comme nous, se posent beaucoup de questions. On apprend des autres, on apprend à vivre avec cette maladie de notre proche, on se libère. On se sent un peu plus léger, il y a encore du chemin à faire. Profamille est là pour nous donner des conseils et avancer. Mon proche va bien, mais je reste toujours vigilante. Et j'ai une autre maman qui disait, Profamille m'a permis de comprendre la maladie. J'ai pu ainsi modifier mon comportement vis-à-vis de mon fils et le quotidien avec lui est beaucoup plus facile. J'ai pris conscience également qu'il était important de prendre soin de soi. Un lien s'est tissé entre les participants, se retrouver, fait un bien fou. Merci pour tous ces partages, très inspirants d'ailleurs, ça donne envie. Maintenant que toutes les personnes qui nous écoutent ont bien compris l'intérêt de suivre ce programme Profamille, pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs proches, comment peut-on concrètement s'y inscrire? Donc en Belgique, comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons un site internet, c'est www.profamille.site, donc c'est bien SITE, qui, dans l'onglet Contact, vous pouvez retrouver l'ensemble des équipes avec les coordonnées, donc autant les équipes en Belgique, en France, en Suisse, au Maroc. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez utiliser la petite fenêtre Contact, et donc à ce moment-là, vous remplissez le questionnaire, et moi, c'est moi qui suis derrière et qui vous répondrai pour vous orienter vers une équipe, ça c'est une chose. Maintenant, n'hésitez pas à prendre déjà contact maintenant parce que c'est vrai qu'il y a des programmes. Nous, en Belgique, tous les programmes ont démarré. On fonctionne avec des listes d'attente. Et donc, ce qui permet de pouvoir alors vous inscrire pour la séance d'information. Donc, avant de démarrer un programme de psychoéducation pro-famille, chaque équipe organise toujours au préalable, 3 mois avant le démarrage d'une session, organise une séance d'information qui permet alors aux familles de venir mieux comprendre ce qu'est le programme, venir rencontrer des familles qui viennent aussi témoigner de ce que ça leur a apporté et de rencontrer l'équipe. Donc voilà. Et cette séance d'information, c'est une première étape dans l'inscription pour le programme ProFamille. Selon toi, quelles sont les principales lacunes des politiques publiques actuelles en Belgique concernant le soutien des familles de personnes atteintes d'un trouble psychique? On pourrait discuter longuement sur ce sujet parce que c'est vrai que j'ai pas mal de choses à pouvoir le dire, mais en tout cas, je vais centrer mon propos sur certaines choses qui semblent importantes. Moi, j'aurais envie de dire, en Belgique, depuis 2010, nous vivons et nous sommes toujours dans cette réforme des soins en santé mentale où la place de la famille, elle a évolué, et ce, grâce aux associations de familles qui ont à cœur de représenter en tout cas les familles dans les différents réseaux de soins. Mais malheureusement, il faut se dire que encore trop peu de soignants considèrent la famille comme un partenaire dans le parcours de rétablissement. Et donc, on sent encore qu'il y a encore trop de tensions par rapport à cette place qu'on peut donner à la famille. Et on reste encore beaucoup caché, où les professionnels restent dans le côté de votre proche est majeur, ou cette question du secret médical qui, pour moi, reste encore quelque chose qui reste encore trop présent à l'heure actuelle. Si je peux me permettre de donner un exemple, moi j'ai cette maman dont l'hôpital la contacte parce que son fils est hospitalisé et on dit bah voilà madame, on est désolé de vous contacter mais votre fils est parti, votre fils est enfoui de l'hôpital. S'il revient chez vous, est-ce que vous pouvez nous en informer? La maman dit il n'y a aucun souci, pas de problème, je reviendrai vers vous. Le soir même, cette maman n'a pas de nouvelles de l'hôpital. Elle prend son téléphone et téléphone parce qu'elle, vous imaginez qu'elle est angoissée, elle veut savoir, tout peut arriver. Cette maman téléphone à quelqu'un au téléphone et on lui répond. Cette maman demande, puis-je savoir si mon fils est rentré? Cette personne qui est au bout du fil, en soignant, lui répond, non, madame, cette question relève du secret médical. Je ne peux pas vous dire si votre fils ou non est rentré. Donc, je vous inviterai à contacter le médecin psychiatre le lendemain. Eh bien ça, encore à l'heure actuelle, en 2025, c'est quelque chose qui, pour moi, est encore quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Alors oui, il y a des choses qui relèvent du secret médical. Oui, il y a cette importance de l'alliance thérapeutique que les professionnels vont valoriser et vont mettre en confiance. Mais n'oublions pas que les politiques amènent aussi à dire qu'on a diminué les hospitalisations, on a fermé des lits en hôpitaux psychiatriques pour redistribuer les soins dans le milieu de vie, avec des listes d'attente qui sont importantes, mais surtout, il n'y a pas de liste d'attente pour les familles, puisque les familles sont les premières lignes, les premiers acteurs
qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 vont être là pour leurs proches. Et donc là, c'est vraiment important, me semble-t-il, et à mon sens, et depuis plus de 20 ans où j'accompagne les familles, de donner cette place à la famille dans ce triangle, dans cette triangulation, personnes concernées, professionnels et famille. Parce que c'est une vraie source d'informations que la famille peut apporter aux soignants par rapport à son proche, même s'il est majeur. Voilà ce que j'aurais vraiment envie de dire de là où on se situe malheureusement encore à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Pour moi, effectivement, l'alliance thérapeutique, elle doit prendre en considération les familles, quoi. Voilà, la majorité du temps, les proches qui souffrent ou qui vivent avec un Ouais, trouble tout à fait. psychique, ils vivent à l'extérieur des hôpitaux. Si tu avais une ou deux recommandations prioritaires à faire pour améliorer la situation, ce seraient lesquelles et à qui tu t'adresses? Pour répondre à cette question, je vais me baser sur les recommandations qui ont été publiées par la plateforme bruxelloise de la santé mentale qui vient publier en février 2025 les résultats d'une enquête sur aidants proches en santé mentale, expériences, défis et besoins, que vous pourrez trouver le lien. En descriptif, je le mettrai. La première recommandation, ce serait la reconnaissance et le soutien des proches pour la création d'un statut officiel des dents proches et élargi aux troubles psychiques, puisque à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui n'existe pas encore en Belgique. Contrairement à la France où on parle de l'handicap psychique qui est bien reconnu, en Belgique, il y a encore cette difficulté de pouvoir reconnaître le trouble psychique. Donc, c'est vraiment cette reconnaissance d'un statut bien spécifique. Une deuxième recommandation, ça irait et ça va dans ce que j'ai dit précédemment lors de la question précédente, c'est le renforcement des systèmes de soins. Actuellement, chaque offre de soins en santé mentale est rapidement saturée, ce qui engendre des listes d'attente interminables et des prises en charge qui sont souvent fragmentées ou ça manque de communication entre l'un ou l'autre service. On le vit actuellement, toi-même, Hélène, tu le vis, cette difficulté de communication, pour prendre l'exemple, entre le champ médical et le champ judiciaire, où on voit encore qu'il y a vraiment des difficultés de communication entre les deux. Et donc, ce qui arrive en fait à ce moment-là, dans cette difficulté de communication, ces listes d'attente nombreuses, c'est que les familles doivent trop souvent pallier à ces différences de soins. Elles doivent pallier et prendre en charge certaines choses, certaines démarches. Et donc ici, ce qui serait intéressant, et une des recommandations, ce serait la création d'un audit qui permettrait de mieux comprendre les moyens, les motifs de cette saturation. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en Belgique, alors qu'il y a une réforme depuis 2010, qui a fermé des lits, qui a redistribué des enveloppes au niveau du domicile, on a des projets pilotes comme les HIC, Health Intensive Care, qui sont en train de se créer, où là, on travaille aussi avec la place de la famille, ce système de triangulation. Mais pourquoi encore trop souvent les familles sont sollicitées à devoir prendre en charge alors qu'il y a un soin qui serait vraiment nécessaire? Et je me permettrai une dernière recommandation, c'est renforcer la sensibilisation et la formation du grand public pour une approche inclusive et humaine dans la santé mentale, comme par exemple l'intégration de modules obligatoires dans les cursus d'enseignement supérieur, pour que des futurs infirmiers, des futurs éducateurs, des futurs travailleurs sociaux, même des futurs médecins généralistes puissent au moins comprendre c'est quoi la maladie mentale, en quoi ça consiste, parce que trop souvent, je lisais dans une enquête ce matin, encore trop souvent de médecins généralistes considèrent les personnes atteintes de schizophrénie comme des personnes dangereuses, alors que ce n'est pas le cas. Et donc ça, ce serait vraiment quelque chose qui serait important. Mais dans ce cursus, il serait important de faire le focus sur les maladies mentales pour arriver à déstigmatiser, mais également les sensibiliser à la place de la famille dans ce parcours de rétablissement qui est très important. Voilà ce que j'avais envie de mettre en avant comme recommandation. Je soutiens tes recommandations à 1000% et notamment la dernière, la formation de tous à un minimum de connaissances sur les troubles psychiques parce que au final, il y en a tellement et il y en aura tellement que j'imagine difficilement une personne qui vit toute sa vie sans être confrontée de manière plus ou moins Mhm. proche, hein, mais à quelqu'un qui vit avec un trouble psychique. Ouais. Et avoir toujours cette stigmatisation qui reste, et du coup, c'est un sujet qui peut rester tabou dans certaines familles ou dans certains milieux, et ça n'aide absolument pas à l'accès aux soins quand il y en a besoin, en fait. Mhm. Que ce soit de la part de la famille ou de la personne qui aurait besoin d'aide, mais qui se met des barrières par cette stigmatisation,
C'est effrayant et ça devrait changer. Et j'ajouterais dans la formation en premier lieu, donc comme tu le disais, moi je suis confrontée à ce manque de communication, justice, psychiatrie, enfin c'est Mhm. infernal. Et d'autres personnes à former en premier lieu aussi, ce sont des avocats, parce que quand ils Oui. se retrouvent dans de tels dossiers, ils font malheureusement plus de tort que de bien. Et les policiers qui sont aussi amenés à intervenir en premier lieu sur, voilà, il se passe quelque chose, on ne connaît pas la maladie, on ne sait pas vers qui se tourner. Notre proche a disparu, en tout cas c'était mon cas, donc voilà. On fait appel à la police pour qu'il soit localisé, pour qu'on sache quoi faire. Et on fait finalement, en tout cas dans mon cas, ça a été pire que bien, parce qu'on se retrouve dans des situations infernales, alors qu'il y aurait eu cette connaissance de base de la police, de l'avocat, etc. J'imagine qu'on s'en serait sorti beaucoup mieux. Dans mon ancien travail, on formait beaucoup aussi, et je crois qu'il le continue aussi beaucoup à l'heure actuelle, c'est former aussi les aides familiales, aides ménagères, parce que les personnes sont de plus en plus dans le soin à domicile, enfin, dans la première ligne où les hospitalisations sont plus courtes, donc du coup, bah, c'est le domicile. Et donc, c'est aussi des acteurs de première ligne qui sont importants aussi à former et à déstigmatiser la représentation qu'on peut avoir des troubles psychiques, quoi. C'est pas parce qu'il est noté dans le dossier, cette personne est atteinte de schizophrénie que c'est pour autant que cette personne, elle est dangereuse. Non, c'est une maladie et donc c'est essayer aussi d'aller sensibiliser que bah, comment est-ce que je dois réagir quand cette personne a des propos délirants ou voilà, a des comportements qui sont bah, de m'accueillir nue dans sa maison. Bah, c'est de pouvoir mettre des limites, c'est comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je fais aussi et que je suis pas seule, c'est aussi qu'il y a un service derrière moi et que je peux aussi faire appel à l'assistance sociale et voir ensemble, mais ça n'empêche pas de la prise en charge et d'accompagner cette personne à ce qu'elle puisse rester à son domicile, quoi. Et je trouve ça extrêmement frustrant parce que ça ne me semble pas très compliqué d'ajouter. Non, mais tu sais, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, enfin, on en reviendra, mais c'est tout ce qui est la stigmatisation. La société qui renforce cette stigmatisation et donc on reste toujours sur cette côté, bah, enfin, schizophrénie égale peur, égale violence, égale dangerosité, alors qu'il faut savoir que dans la société, toute personne est plus dangereuse. Il y a plus de dangerosité des personnes dites entre guillemets normales que de personnes atteintes de schizophrénie. Et donc évidemment, ben, mais tout de suite quand il se passe un fait dangereux, comme on l'a vu ici, enfin, dernièrement dans un hôpital en Belgique, ou qu'on l'a vu aussi en France aussi, hein, où vous avez eu pas mal été confrontés aussi, bah, tout de suite les médias s'empressent en tout cas de très vite mettre, de crier haut et fort, c'est une personne atteinte de schizophrénie, c'est un schizophrène qui agit, etc. Et donc du coup, Sans même avoir de diagnostic de quoi que ce soit. En fait, voilà, il se tout passe à quelque fait. chose, on associe à quelque chose qui pourrait être dangereux. Et la littérature scientifique nous dit quand même que les personnes qui souffrent d'un trouble de schizophrénie est 7 à 18 fois plus victimes que Oui, la population générale. tout à fait, tout à fait. Mais Tout ça, à la presse ne nous le dit pas. Non, mais on sait bien que la presse est pour les faits divers et je crois que c'est là aussi qu'il y a tout ce travail de déstigmatisation et qu'il existe aussi ces journées francophones de la schizophrénie qui sont organisées par Positive Minder et que c'est important aussi de pouvoir participer à ces journées en tant qu'acteur. Enfin, moi, je suis bénévole pro Positive Minder depuis 5 ans et bénévole for active. Et donc, je crois que c'est aussi important de participer à des moments comme ça, comme la Journée mondiale de la santé mentale, comme la Journée des aidants aussi. Enfin, voilà, c'est aussi arrivé, c'est ces journées-là qui vont aussi faire passer des messages pour accéder, pour que le grand public, en tout cas, sensibiliser le grand public à ces différentes causes, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, quelque chose qu'on n'a pas dit sur le programme Pro-Famille et qui te semble important de partager là maintenant? Non, pour moi, j'ai vraiment tout dit parce que pour moi, je répète, c'est vraiment un avant et un après Profamille. Et ce que j'aurais envie de dire, de un, pour les professionnels, c'est ne décidez pas à la place des familles. C'est parlez-leur du programme Profamille, parlez-leur des programmes de psychoéducation parce que c'est vraiment important. Et laissez-les décider si c'est quelque chose qui va répondre à leurs besoins, mais ne décidez pas à leur place. Et les familles, si vous vous posez la question en disant est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce que c'est un programme ou ce sont des programmes qui sont faits pour nous, la psychoéducation? Oui, allez-y, foncez, c'est vraiment important. Vous êtes les aidants de première ligne de votre proche
Et en tout cas, les programmes de psychoéducation sont là aussi pour vous aider à vous aider à mieux comprendre la maladie, mais aussi améliorer votre qualité de vie. Et quelque chose que j'aurais envie de rajouter, ça va vous aider aussi au niveau de votre pouvoir d'agir. On parle beaucoup de l'empowerment et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, que ça va vous redonner ce pouvoir d'agir pour vraiment vous accorder ou vous faire accorder cette place dans le parcours de rétablissement de votre proche. Et votre place, elle est essentielle. J'ajouterais pour finir que pour moi, la psychoéducation, c'est un pilier essentiel du rétablissement, quoi. Ça fait partie des bases. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi, Hélène. Avant de conclure cet épisode, je te propose de répondre à 6 questions rapides qui ne nécessitent pas nécessairement de développement, mais que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que tu es partante? Oui, je suis partante. Quel moment clé a changé ton regard sur la santé mentale? J'ai envie de dire il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on m'aurait dit, Stéphanie, si que j'allais travailler dans la santé mentale, j'y croyais pas, puisque moi j'étais plus sur l'handicap mental, l'handicap physique. Et donc, du coup, j'ai toujours une pensée pour cet ami qui m'a un jour téléphoné et m'a dit, Stéphanie, postule, là, il y a une place pour toi. Et j'ai mis sur mon CV que je connais c'est rien à la santé mentale. J'ai été franche. Et là, aujourd'hui, je ne me dirais pas que je suis experte, mais en tout cas, ça a changé mon regard et que j'y crois et je continuerai à avancer dans ce cadre-là, quoi. Si tu pouvais déconstruire une idée fausse une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? Que la famille, elle n'est pas responsable de la maladie. Étonnamment, à ce qu'on peut lire dans la littérature, cette mère schizophrénogène, ce père absent, et que certains professionnels encore à l'heure actuelle ont tendance à garder cette représentation de la famille toxique, la famille en surcharge émotionnelle, la famille surprotectrice. Et donc moi, j'aurais envie de dire, arrêtez de penser ça. La famille, elle n'est pas responsable, mais donnez-leur l'occasion d'aller vers des programmes de psychoéducation pour apprendre à mieux comprendre la maladie et aussi pouvoir modifier leur posture vis-à-vis en tant qu'aidant par rapport à leurs proches malades, mais aussi vis-à-vis de vous en tant que professionnel pour devenir un partenaire qui est vraiment essentiel et important. Vois-tu des innovations, alors peu importe le domaine, qu'elles soient scientifiques, sociales, qui pourraient révolutionner notre façon d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge? Alors, je ne l'ai pas dit en début d'interview, mais je viens de terminer un master en ingénierie et action sociale, donc je suis toute jeune diplômée. Et mon master, la thématique de mon master, c'était sur l'interaction du savoir expérientiel et du savoir professionnel de la pérédance familiale dans le parcours de rétablissement de la personne atteinte d'un trouble psychique. Et donc, moi, j'ai envie de dire que le côté innovant qu'on peut voir à l'heure actuelle, c'est le développement de la pérédance par les personnes concernées, mais aussi de la pérédance familiale qui se développe en France. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment un acteur qui devient important dans ce parcours de rétablissement parce que un partage de savoir expérientiel, c'est une façon de redonner de l'espoir ou de donner de l'espoir aux personnes concernées, mais aux familles, et que pour les professionnels, c'est un vrai partage de savoir et une complémentarité qui est pour moi vraiment le futur du parcours du rétablissement des personnes, quoi. Absolument. Le futur qui est en marche. Et ici à Lyon, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'opérés aidants. Et c'est vraiment les personnes qui m'ont procuré le plus d'espoir pour la suite, au fait. Ouais. Par contre, ce sont des personnes exceptionnelles qui font des choses remarquables. J'admire particulièrement Mhm. les pères aidants. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre ou une rencontre qui t'a profondément marqué sur le sujet? Alors, moi, j'ai toujours difficile de répondre un ou deux, donc je vais faire deux livres. Un premier livre que je parle beaucoup, autant aux familles qu'aux professionnels que je rencontre et que j'accompagne dans le programme ProFamille, c'est le livre du docteur Caroline Depoit, qui est Mieux-être dans sa tête avec les neurosciences. Pour moi, je trouve que c'est un livre qui est essentiel, qui est important et qui a beaucoup d'outils. Ben voilà, c'est un livre que j'apprécie beaucoup et que j'utilise beaucoup dans mes formations. Un second livre, c'est le livre L'engravement d'Eva Cavion. Ça, c'est un livre que je conseille aux professionnels, aux familles qui n'ont pas, en tout cas surtout aux professionnels qui n'ont pas encore compris ou qui doutent encore ou qui se questionnent encore sur la place de la famille. Et c'est un livre qui est vraiment l'engravement, c'est les baleines qui échouent en fait, qui échouent au bord de l'eau.
Et ici, Eva Cavian, elle a voulu mettre au travers de ce livre, c'est que les personnes concernées, à un moment donné, elles échouent à l'hôpital parce que la société devient trop dure à porter. Et dans son livre, elle aborde tout le parcours de la famille à partir du moment où elle arrive sur le parking de l'hôpital pour arriver jusqu'à l'hôpital pour aller dire bonjour à son proche. Et ça, c'est vraiment pour moi, c'est une pépite que j'ai découvert il y a 3 ans. Je l'ai encore offert cette semaine où je suis partie en Normandie à une maman qui est devenue père aidante familiale et qui en a fait son métier parce que je trouve que c'est un très très beau livre. Donc l'enggravement d'Eva Cavian. À partir d'aujourd'hui, que t'engages-tu à continuer de faire, à initier, à arrêter ou à faire différemment en lien avec la santé mentale de manière personnelle ou professionnelle? De point de vue professionnel, j'ai envie de continuer à valoriser la place de la famille dans le parcours de rétablissement, parce que bah, vous l'aurez compris, mon petit côté militant est bien là après ces 20 ans, et donc je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. J'aurais envie, dans un futur en tout cas, d'initier des espaces de co-construction avec les professionnels, tant pour les sensibiliser bah, à la place de la famille dans le parcours de rétablissement, mais aussi de les sensibiliser à l'importance de la psychoéducation des familles, parce qu'elle est vraiment essentielle. Et encore trop peu de professionnels envoient ou renseignent les familles. Je l'ai encore entendu cette semaine, où des équipes nous disent, bah, vous savez, les familles qu'on a au sein de notre nouvelle session qui vont démarrer, nous en avons sur 12 participants, nous avons 3 personnes qui viennent de l'hôpital et toutes les autres viennent de l'extérieur. Et ça, je trouve encore ça vraiment dommage à l'heure actuelle. Et la dernière chose qui est plus à titre personnel, j'aurais vraiment envie de poursuivre ma recherche-action que j'ai réalisée dans le cadre de mon mémoire sur la place de enfin voilà, cette interaction du savoir expérientiel, de la pérédance familiale avec le savoir professionnel. Magnifique. Dans un an, comment rêves-tu qu'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? Alors j'ai envie de dire que je vais me laisser la possibilité de rêver en tout cas et donc de partager ce rêve avec vous. Bah, je rêve d'une société où famille, personnes concernées et professionnels collaborent pleinement, où les programmes de soutien, de psychoéducation sont accessibles partout et où la santé mentale est considérée comme une priorité de santé publique. Voilà. C'est un rêve qui deviendra réalité, je n'en ai aucun doute. J'aimerais juste que ce soit assez rapide. Donc dans un an, ça me convient bien. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ce que tu nous as apporté, du coup toutes les pépites là disponibles pour les familles qui en auraient besoin. Bah, merci à toi, Hélène. C'était un bel exercice pour moi, en tout cas. Donc, merci à toi. Et merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Avec plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Dans 15 jours, j'aurai le plaisir de recevoir Leslie Vallard de l'équipe CR2 du Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Nous aborderons ensemble le passionnant sujet de l'intérêt des neurosciences en psychiatrie. Je suis impatiente de vous faire découvrir cet univers qui œuvre au quotidien pour un avenir meilleur. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de votre santé mentale. Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences, nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas.
Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la sentimentale est accessible à tous.